entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique, le terme au Cameroun était déjà indépendant. Voici l'histoire d'Ernest Ouandjé, un héros de la liberté. La libération d'un pays du système colonial doit, si elle doit être réalisée, se faire de façon effective et totale. Né en 1924 en Doumbla, arrondissement de Bana, dans le Haut-Kam, le jeune Ernest Ouandjé sera très tôt confronté aux injustices brutales des colons français. Alors qu'il n'est âgé que de 3 ans, la famille vivant à l'époque à Bango, son père est déporté dans des plantations de café à Ndimbon, dans le Haut-Kam. Contraint aux travaux forcés, il restera 3 longues années avant de revenir profondément malade. À cette époque coloniale, évidemment, les colonies françaises suivent le code de l'indigénat. Ce code octroyait un statut légal inférieur aux populations des colonies françaises. Les travaux forcés faisaient partie du système des taxes et travaux forcés, corollaires aux amendes et peines, dont le but était véritablement de tirer le maximum de profit des populations locales, appelées alors indigènes. Une forme d'apartheid, de ségrégation institutionnalisée. La plupart des grands projets coloniaux en termes d'infrastructures, routes, mines, plantations, étaient basés sur les travaux forcés des prisonniers qui purgeaient les peines spéciales arbitraires. Les colons d'ailleurs estimaient que ces contributions étaient le tribut à payer par les indigènes pour la pacification, l'accès à la civilisation et à la protection. Pour la moindre bavure, les bras forts étaient envoyés au forçat. Pas besoin même d'une réelle justification. Dans la même perspective, l'impôt apparaissait comme la juste rétribution des efforts du colonisateur, l'application normale du droit absolu d'obliger des populations noires auxquelles ils apportent la paix et la sécurité à contribuer dans la mesure de leurs moyens aux dépenses d'utilité générale. Dès l'âge de 9 ans, son éducation est prise en main par son oncle, Sango, qui l'inscrit à l'école publique de Bafoussam. Il y côtoie même pendant 3 ans certains futurs têtes pensantes, dont Tani Mathieu, qui deviendra le président de la section d'Union et Sanaga de l'UPC, et Foyou de Hapi, qui sera dans les affaires politiques et de sécurité d'Aïdjo. Ernest Ouandjé quitte ensuite Tchan, son CP en poche. Il entre à l'école primaire supérieure de Yaoundé, section enseignement, où il obtient finalement le diplôme des moniteurs indigènes, DMI, en novembre 1943. Nous avons donc affaire à un homme dont les convictions sont formées par les dures réalités du terrain dès son plus jeune âge. Un homme instruit, conscient de son environnement et surtout doté d'un amour infini pour sa patrie. Tous les ingrédients sont là pour mener Ernest Ouandjé sur le chemin de sa destinée, qui est celle de contribuer à la libération des consciences de ses compatriotes et à la rébellion contre une force d'occupation brutale et sans remords. En tant qu'enseignant, il subira de nombreuses sanctions disciplinaires sous forme d'affectation incessante en raison de ses convictions politiques. Bien que déstabilisants sur le plan logistique, ces déplacements favoriseront une bonne diffusion de ses idées et de ses certitudes. C'est ainsi qu'il passera par Edéa, Tchan, Douala, quartier Noubel, Bamileke, Doumé, Yoko, Batouri, Bertois et finalement encore Douala. Dès 1944, parallèlement à son travail d'enseignant à Edéa, il s'engage à l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, affilié à la CGT française, au grand désespoir des colons et du gouverneur. Militant dès 1948 au sein de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, il est élu vice-président 4 ans plus tard. Le rythme de ses affectations s'accroît en même temps que la perception du danger par le colon envers un homme qui estime de plus en plus dangereux et qu'il faut chercher à saper à tout prix. Mais rien ne peut arrêter l'élan d'un homme inséré dans un mouvement dont l'objectif et la détermination inarrêtable visent la libération du pays de l'emprise coloniale. Ouandjé est désormais chargé de l'organisation du mouvement et dirige La Voix du Cameroun, le journal de propagande du parti, lors du 2e congrès de l'UPC à Ezeka. Ces déplacements forcés par l'administration coloniale permettront l'implantation de l'UPC dans le Mbam. Ouandjé assiste au congrès mondial de la jeunesse démocratique en Chine et voyage aussi à Paris et à Moscou. Les efforts de déstabilisation orchestrés par les colons n'entravent en rien la progression d'une vulgarisation des valeurs de l'UPC à travers le Cameroun, au rythme d'une traînée de poudre à canon. Et ce, malgré les vaines tentatives de l'administration coloniale de garder le contrôle sur les responsables de l'UPC. Ouandjé devient de plus en plus populaire et va jusqu'à critiquer publiquement la voix de Sédar Senghor, appelé à la rescousse par la France pour convaincre les Camerounais d'abandonner leurs revendications d'indépendance nationale. Ouandjé brave tous les interdits et contribue à la marche du destin du Cameroun. Finalement,
L'administration coloniale française interdit l'UPC en 1955, après les nombreuses tentatives d'enrayer le mouvement à force de massacres et d'arrestations de militants et cadres du mouvement. Les dirigeants de l'UPC entament ainsi le chemin de l'exil et Ernesto Ouandié, comme Félix Moumié, se réfugie d'abord à Kumba, au Cameroun britannique, jusqu'au moment où le mouvement y est également interdit en l'instigation des autorités françaises. Mais l'UPC continue à se développer, malgré la déportation de Ouandié avec une dizaine de ses collègues, successivement vers Khartoum, Le Caire, Conakry et Accra. La lutte pour la popularisation et la recherche de moyens financiers et matériels devient de plus en plus acharnée après 1957. L'assassinat de Omniobé en 1958 ne va que pousser l'élan de l'UPC dans la radicalisation. L'organisation est renforcée, ainsi que la formation des cadres. Le 1er janvier 1960, le Cameroun est proclamé indépendant et Amadou Ahidjo est élu président en mai 1960. Cette réforme d'indépendance est loin des combats de l'UPC, qui veut une indépendance totale et un Cameroun réunifié avec le British Cameroun. Pour Ouandié, il apparaît clairement que le régime en place n'est qu'une organisation de façade pour assurer à la France une domination néocoloniale. Le 3 novembre 1960, Félix Moumié, président de l'UPC, est assassiné par empoisonnement à Genève par les services secrets français. Nous sommes en pleine guerre froide et la Suisse avale sa traditionnelle neutralité et ferme les yeux, adhérant aux convictions occidentales à la mode, qui diabolise ces nationalistes financés par le diable rouge communiste représenté par la Chine et l'Union soviétique. Le Cameroun ressemble davantage à un département français d'outre-mer qu'à une république indépendante et souveraine. Ernesto Ouandié prend la direction de l'UPC et devient l'ennemi public numéro 1 de l'administration Ahidjo. Revenu clandestinement au Cameroun afin de poursuivre la lutte sur le terrain, il dirige, organise et forme sans relâche et dénonce les opérations de massacre par le napalm des populations en pays Bassa et Bamileke. Alors désormais, ce ne sera plus que par la guerre que l'UPC pourra se faire entendre. Dès 1962, Ouandié monte une école de cadres politiques et construit des centres de soins. Très activement recherché, il échappe à plusieurs trahisons et se replie dans le Onkam. Pendant 9 ans, il résiste de façon très solitaire, peu à peu privé du renfort de ses bases arrières, sans aucun ravitaillement, traqué impitoyablement par une armée assujettie à la France et qui a juré sa perte. Il finit par se rendre lui-même en août 1970 et se laisse arrêter sans opposer de résistance. Nombre d'historiens racontent que son but est de mettre fin à la barbarie qu'appliquent les autorités contre les siens. Il est alors accusé de rébellion entre autres, torturé et interdit de toute visite de ses avocats. Pendant 6 mois, il est jugé par le tribunal militaire de Yaoundé. En décembre 1970, dans le délit procès de la rébellion, il écoutera la tête haute, le verdict de sa peine capitale. Malgré un mouvement international de protestation contre les conditions inéquitables de son jugement, Ouandié est transporté à Bafoussam et son exécution publique est programmée. Il n'y a plus de doute, ce sera le 15 janvier à 11 h du matin. L'autorité choisit cette heure, car en ce jour de marché, dans le calendrier local, il y aura une grande audience. Il faut le faire devant plus de monde possible pour servir d'exemple, afin que plus jamais personne n'ait envie de suivre l'exemple de Ouandié. Omniobé, Félix Moumié, Abel Kingé, Osende Afana et les autres leaders de la subversion. En compagnie de ses derniers camarades de lutte, Ernesto Ouandié arrive, menotté, encadré par la soldatesque locale. Il marche droit, la tête haute et souriante, à l'image du militant infatigable qu'il a été, en compagnie de 2 de ses compagnons d'infortune. L'atmosphère sur la place est très lourde et imprégnée de tristesse. Il refuse qu'on lui bande les yeux. Attaché au poteau d'exécution, non loin des locaux de la police judiciaire, il préfère voir la mort dans les yeux. Face au peloton d'exécution, il sourit. Et ses dernières paroles prononcées haut et fort resteront gravées dans l'histoire et dans la mémoire du peuple camerounais. Il considère qu'être exécuté pour la liberté de son pays est un honneur et exprime sa certitude qu'après lui, d'autres continueront le combat jusqu'à la victoire.